Si vous avez vu Avatar 2 au cinéma, vous avez sûrement été bluffé par les effets spéciaux du dernier blockbuster de James Cameron. Et si ce film a pu voir le jour comme tant d'autres avant lui, c'est notamment grâce aux ICC, comprenez les industries créatives et culturelles. En Belgique, les ICC représentent une force économique importante et pourtant, elles ne bénéficient que d'une faible reconnaissance de la part du public et du monde politique. Et on en parle dans Bullseye. Bonjour Gilles Basler. Salut. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui sur Bullseye, d'autant plus qu'on va parler d'un sujet qui est absolument fascinant, puisqu'on va parler de culture, de créativité, nouvelles technologies, tout un programme. Voilà. Mais avant qu'on... Oui, avant qu'on commence, je propose que tu me tutoies déjà. Ouais, s'il te plaît, ouais. Pas de souci. Ouais. Mais avant qu'on plonge dans le vif du sujet, je voulais te poser cette question, Gilles. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es un hyperactif créatif ? Hyperactif, oui. En tout cas, je pense que mon parcours professionnel le démontre. Et oui, je pense qu'en général, on me catalogue dans le volet des créatifs, quoi. Après, pour moi, ce champ-là il est très large, justement. Il y a la créativité appliquée, il y a la créativité aussi dans son mode de fonctionnement, dans sa volonté d'entreprendre, etc. Donc, c'est pas, pour moi, le créatif n'est pas que celui qui a un crayon et un pinceau en main, quoi. Mais tu le dis toi-même, tu tiens pas en place. Il faut que tout le temps que tu bouges, que tu fasses quelque chose. Bah oui, enfin voilà, je pense que je tiens ça tout simplement c'est familial, je crois, et j'ai eu des parents qui n'ont pas souvent eu l'habitude d'être à la maison et d'être devant la télé. C'est vrai que oui, j'aime bien. En gros, je pense que j'aime bien être dans la création de projets, et donc fatalement, ça laisse pas beaucoup de place à l'immobilité, quoi. Alors, je te posais cette question parce que je pense qu'on peut dire que tu as un parcours quand même assez atypique, assez exceptionnel, notamment en plus pour un Namurois et pour un Belge, parce que c'est vrai que c'est rare de voir des Belges qui s'exportent. Mais il y a plein de Namurois qui s'exportent. Mais je veux dire, avec une success stories, on y reviendra, mais notamment avec Doc Studio. Tu as un parcours, je disais, assez atypique. Tu as fait des études de com visuel, donc tu as été diplômé, tu avais 24 ans, je crois, en 1999, plus ou moins. Ouais. Après, tu te lances directement dans le grand bain professionnel. Pendant 5 ans, tu fais 5 boîtes différentes. Bah, oui, en fait, c'était pas prévu. C'était pas si important, c'est que je me suis jamais dit je veux faire le défi de faire 5 boîtes en 5 ans, mais ça, tout simplement, je trouvais pas ma place, en fait, dans les différentes boîtes dans lesquelles je suis passé, pour certaines avec qui j'ai encore énormément de contacts avec des anciens collègues, etc. Donc c'était pas la raison spécialement que les boîtes n'étaient pas agréables ou nécessaires, mais c'était plutôt le fait que voilà, je me rendais compte en fait que on était dans une période charnière quand même à ce moment-là dans le domaine du design et du graphisme, et je trouvais pas de réponse en fait à ce basculement en fait que j'étais en train de vivre dans le volet plus personnel avec mon frère, avec des potes, etc. Et du coup, bah, voilà, on avait envie de beaucoup plus, on avait envie d'accélérer, et en fait, on faisait face à souvent du management qui était pas en fait tout simplement prêt ou en tout cas qui avait l'envie d'appréhender en fait ces bouleversements des cultures numériques, quoi. Alors au bout de ces 5 ans, il y a vraiment un élément déclencheur qui va un peu changer ta vie. C'est que là, tu es en période d'essai dans une boîte et puis ton employeur te dit écoute, ça va pas être possible de continuer. Voilà. Et donc là, tu te dis j'ai plus rien là sur le moment, je vais faire autre chose. Et tu décides de partir dans un pays qui va être hyper important pour toi. Tu pars au Mexique avec ta future femme à l'époque. Et là, il y a un déclic qui va se passer dans ton esprit. J'avais toujours voulu voyager. Je regrettais de ne pas être parti à l'étranger après mes études. Et donc, je décide de le faire avec Laurence. Et on part voilà, 1 an dans une ONG au Mexique. Et puis, on termine par un voyage un peu en Amérique latine. Et en fait, pendant cette année, j'ai passé une année en fait dans un carnet à écrire un peu tout ce que j'avais envie de faire, à faire des tris aussi sur où est-ce que je voulais vivre. Et à la fin, il me restait 2 choix tout à la fin du projet. C'était de me lancer comme indépendant et dans le domaine des cultures numériques, et ouvrir un hôtel-restaurant. Mais donc, ah oui, rien à voir. Rien à voir, oui. Ouais. Et au final,
t'as opté pour le domaine numérique avec J'ai opté pour ce que je savais peut-être mieux faire des deux. C'est ça. Et donc en 2006, c'est comme ça qu'est né Dog Studio, que tu fondes avec ton frère et deux potes. L'histoire de Dog Studio, elle est un peu Steve Jobesque, si on peut dire, si on peut utiliser ce terme-là, parce que vous commencez un petit peu genre au-dessus du magasin de vos parents. Mais il y a déjà cette ambition d'aller super loin avec la boîte et vraiment d'essayer de rayonner en fait à l'international dès le départ. Ah ben, franchement, je sais pas si on avait ça dès le début. Ce qu'on avait comme ambition, et je pense que ça c'est important, c'était pas. Je crois pas qu'au début on s'est dit. Alors après, on en a parlé, culture du voyage, etc. C'est quelque chose qui est important à mes yeux. Et donc fatalement, je pense que dès le début, on avait envie de se dire, si on travaille, pourquoi pas. Et si on pouvait mêler ça au voyage, ce serait mieux. Mais je pense que ce qui était vraiment important au début, c'est qu'on voulait faire un projet différent. Et ça, je crois que c'est l'ADN de Dog dès le début. C'était quand les gens allaient à gauche, on essayait d'aller à droite, parce que c'était, comme je le rappelle, une période où, nous, dans le monde des agences de communication de l'époque, très très peu avaient une culture managériale au départ qui avait ce côté geek, en fait. En elle, il y avait Imakina qui était déjà quand même assez important, qui était fondé au départ aussi qui était un assemblage de plusieurs boîtes, mais qui au départ était fondé aussi par des geeks, et nous on se disait il y a peut-être moyen de faire ce genre de culture un peu ailleurs que uniquement à Bruxelles, quoi. Ouais. Alors, pendant 15 ans, l'aventure Dog Studio, en fait, elle est incroyable. Pour que les gens comprennent bien de quel type de boîte on parle, vous avez quand même bossé pour des clients, c'est stratosphérique. Je veux dire, d'un point de vue, si on prend un ancrage très local et très belge, il n'y a pas beaucoup de boîtes dans le domaine du digital et de la créativité qui ont fait ça. Vous avez bossé, entre autres, pour Tomorrowland, Microsoft, l'exposition universelle de Dubaï. Alors ça, il faudra que tu m'expliques comment ça arrivait, parce que c'était un peu dans la période, je pense, de la pandémie. Donc le projet, c'était vraiment que l'exposition soit accessible de manière virtuelle aux gens. C'était un peu ça l'idée du projet. Voilà. Juste pour remettre un peu en ligne, c'est pas un chemin facile, en fait. Ça, c'est quand même important de le signaler aussi. C'est sûr. C'est que le parcours de Dog Studio, on a souvent été une boîte non rentable, compliquée. On a dû faire face vraiment à des période pas simples. Et donc ça, je trouve ça important de le dire aussi. Et de doute, j'imagine. Et de doute du coup par rapport à ça. Et on a eu des étapes clés, en fait. Et des étapes clés, c'est principalement lié au projet. Non seulement c'est les arrivées humaines, celles d'Henri et de Jules, mais c'est aussi des projets. Et on a eu un premier projet clé qui était le Standard de Liège. Et là, tout d'un coup, on n'était plus une boîte namuroise, tu vois. On a eu... c'est pour ça que je le raconte comme ça, parce que c'est important, je pense, que les gens comprennent que c'est pas en créant la boîte dans le grenier qu'on arrive à Dubaï, quoi, tu vois. Bien sûr, ouais. On décroche le Standard de Liège et on passe vraiment 2 mois avec mon frère et Antoine à bosser jour et nuit pour sortir ce site à temps et à heure, parce qu'on avait fait un pari avec le directeur de la com de l'époque, Sacha Daout, de lui dire ok, on fait le site, mais il nous avait dit ok, vous pouvez faire le site, mais vous le faites pour la rentrée. Et on était fin juin, et il nous restait 1 mois et demi plus ou moins pour le faire, pendant les vacances, avec une équipe très réduite à ce moment-là, et un site gigantesque, en fait, parce que c'était un site tentaculaire. Et on fait ce pari-là, on se dit, ok, c'est un client game changer, ça va vraiment changer la donne. On passe jour et nuit, on sort le site à temps, et là, tout d'un coup, le regard des gens est différent envers Dog Studio, c'est qu'ils se disent, tiens, au final, ces petits Namurois, ces petits comiques dans leur coin, tout d'un coup, les gens nous ont regardé différemment. Moi, j'ai vraiment vu la différence quand j'allais dans des événements professionnels, dans des cocktails, etc. Les gens, tout d'un coup, disaient « Ouais, t'as vu, ça, c'est les petits Namurois qui ont piqué le Standard. » Et donc, voilà, c'était un premier événement. Et puis après, quelques années après, on fait le pari aussi de gagner le site de Dragon. Le plus beau site du monde. Voilà, le site de Franco Dragon. Et là, on se dit, on doit gagner ce projet. C'est vraiment, ça va être quelque chose qui... Et un investissement gigantesque de la part de l'équipe. Henri a vraiment mis énormément de sueur dans le design, et on gagne ce projet. Et là, on gagne le prix de plus beau site du monde. Et là, tout d'un coup... Ça ouvre des portes. Ça nous ouvre des portes à l'international, en fait. Et donc, Dog Studio se développe bien, ça grandit, etc. Et puis arrive la pandémie.
tout s'arrête à un moment donné. Puis pendant quelques semaines, quelques mois, au début, on a vraiment un peu tous les projets qui tombent à l'eau. C'est un peu comme toutes les agences de com à ce moment-là, ça devenait un peu la cata. Et puis, Tomorrowland arrive en disant nous, notre festival est annulé, on ne peut pas annuler Tomorrowland. Il faut qu'on il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, les équipes de Dog, Henri, Nico, etc., relèvent le défi et je crois que c'était 8 semaines ou 7 semaines, sortent une version un peu métavers, on va dire ça, de Tomorrowland, qui a un succès dingue, qui vraiment est un des premiers événements Covid en ligne. À part Fortnite, je crois qu'il n'y avait pas encore eu grand-chose de... Moi, j'allais dire avec le concert de Travis Scott Exactement. en live. C'était vraiment plus ou moins, tu vois, cette temporalité-là. Et puis, Tomorrowland amène Dubaï, qui voit Tomorrowland et qui dit c'est exactement ça qu'on veut pour l'expo de Dubaï qui devait avoir lieu et qui était postposé en gros, quoi. Et donc tu vois, c'est un chemin, c'est des pierres en fait, hein, tout simplement, qui ont amené à ça, quoi. On parlait de l'expo Dubaï, etc. Parmi les autres clients, moi il y en a un qui m'a quand même attiré mon attention, c'est The New York Times. Parce que c'est vraiment un des médias que je consomme le plus dans l'information au sens large. Je vais te demander un peu ce que vous avez fait pour ce journal qui est quand même mondialement connu et qui est un peu une référence dans le milieu du journalisme. C'était quoi la mission pour eux ? Alors on a fait une installation interactive en fait pour eux avec Doc Studio et Superbe, hein, qui est une autre entreprise de notre écosystème. Moi, ce que j'aime bien avec l'histoire du New York Times, c'est que au départ, le contact qu'on fait là-bas, c'est quelqu'un qu'on rencontre au KIC en fait, et au festival, et qui était invité comme orateur, et à qui on a été parlé en fait tout simplement. Et donc c'est là que je trouve qu'on a réussi au fil du temps à construire aussi autour de notre projet un écosystème aussi vertueux, qui fait que c'est pas naturel que le responsable digital du New York Times vienne parler en Belgique, encore moins à Namur, et qui donne l'occasion, ici dans ce cas-ci, c'est parce qu'on a été lui parler, mais qui donne l'occasion en fait à toute personne présente lors du festival de créer des rencontres et peut-être derrière des opportunités d'affaires. Donc voilà, on n'a pas travaillé pour le New York Times dans sa version digitale, c'était vraiment une expérience interactive qui était magnifique d'ailleurs avec le New York Times et Verizon en fait. Je suis très content que tu t'aies mentionné le KIC, parce que ça me permet de faire la transition justement vers le KIC, parce que c'est aussi un autre gros projet de ta vie. On est en 2011, toi tu te dis en Belgique, tu as l'impression que le secteur créatif, culturel n'est pas assez mis en avant, on n'en parle pas assez, et tu décides de fonder l'ASBL KIC et d'organiser le KIC Festival. Ouais. Je suis avec Gaëtan, donc Gaëtan c'est un de mes associés qui j'ai cofondé avec Gaël aussi le studio Superbe dont je viens de parler, et tout simplement on revient d'un festival en fait, on était à Paris ou à Barcelone, je sais plus très bien, et on revient et on se dit c'est fou en fait, on était un peu émerveillés des conférences auxquelles on avait participé. On revenait plein d'énergie, plein de volonté à se dire on va appliquer ça dans nos métiers, on va aussi tenter ça, on va essayer de proposer ça. Et on se dit mais c'est fou, il y a rien en fait, il y a rien qui amène ça chez nous. On est obligé de partir à l'étranger et du coup aussi quand on essaye de vendre des projets comme ceux de Superbe ou comme ceux de Doc Studio à l'époque aux clients, on avait souvent quand même des réponses. C'est bien, mais c'est trop créatif pour moi. Ou c'est bien, mais à côté, j'ai quelqu'un d'autre qui me propose un truc qui est plus rassurant. Et je pense que je vais prendre le plus rassurant parce que j'ai pas envie d'être le premier à expérimenter une technologie ou à tester un nouveau mode de communication. Et donc on se fait un pari dans le train en se disant on s'en fout, faisons quelque chose, arrêtons de nous plaindre et organisons un festival, quoi. Et donc en 2 mois, je crois, on va trouver 2 partenaires publics et on leur explique notre truc et ils nous disent ok, c'est bon, on a un peu d'argent sur la table, organisez-le. Et le KIC naît comme ça, c'était même pas encore une ASBL, avec des conférences de gens qu'on avait vus principalement dans les festivals auxquels on avait été, qu'on fait venir et qui attirent 500 personnes. Et là, c'est vraiment le début du projet.
qui a fait que, au fil du temps, on s'est rendu compte de l'importance que quelqu'un, en gros, quand je dis quelqu'un, c'est un organisme, s'empare en fait du secteur de l'industrie culturelle et créative, quoi. Ouais, les ICC, Voilà, les ICC. comme on dit, un terme peut-être un peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que, de manière générale, est-ce que tu pourrais expliquer justement ce que sont les ICC avec des exemples peut-être concrets pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle exactement Alors, il y a beaucoup d'explications différentes en général. Enfin, en tout cas, pas d'explications différentes, mais il y a un champ d'application du secteur ICC qui est parfois très très large et parfois un peu plus réduit. Si on le prend en sens très très large, ça veut dire que ça peut inclure les arts de la scène, ça peut inclure la littérature, ça peut inclure en fait toute forme d'art, de culture, de créativité qui a une vocation, on va dire, commerciale, d'où le terme industrie, en tout cas qui arrive sur le marché à un moment donné ou à un autre. Donc c'est quand même assez large. Dans notre domaine du KIC, nous, on s'intéresse principalement à l'industrie culturelle et créative dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies. À savoir, ça va du domaine évidemment de la communication, du design, du jeu vidéo évidemment, du motion, de l'animé, du creative coding. Donc c'est plutôt tout un champ de technologie au service d'une industrie de la créativité. Ouais. Alors les ICC justement, c'est un petit peu ton cheval de bataille parce qu'en Belgique ou en tout cas en Wallonie, il y a un problème entre guillemets, c'est que ces ICC-là, elles souffrent un petit peu d'un manque de reconnaissance ou en tout cas de visibilité, de compréhension de ce que sont exactement les ICC. On peut parler des pouvoirs publics, mais aussi, je pense, de l'opinion publique. Alors, je pense que dans l'opinion publique, enfin, là, le débat, à mon avis, il est déjà quasi terminé. C'est que tout simplement, les gens ne réalisent pas. Je pense ils sont consommateurs, en fait. Et je donne parfois l'exemple, en fait, si on met ça en parallèle à l'agroalimentaire, en fait, très peu de gens questionnent, en fait, le produit terminé de l'agroalimentaire par rapport à toute une chaîne qui est derrière, qui va à la fois de l'élevage jusqu'à la transformation, jusqu'à la cuisine, la préparation, et l'industrie aussi, des industries différentes, chimiques, etc., qui s'ajoutent. Et donc, on a du mal en fait à décomposer. Et si on prend peut-être un des médias les plus, les plus iconiques, le cinéma, très peu de gens en fait décomposent en fait le nombre de champs et de métiers qui rentrent. On identifie le cinéma aux acteurs à travers le festival de Cannes. On identifie très peu l'industrie qui est derrière et qui est une véritable industrie et qui fait appel à déjà pas mal de métiers, mais dans les secteurs dans lesquels nous, on opère, à savoir le web, les apps, le jeu vidéo. Là, le champ de métier, il est encore beaucoup, beaucoup moins connu et beaucoup plus éclaté, en fait. Et donc, on fait face à un grand public qui consomme, mais qui connaît peu et qui à la fois est très attiré aussi. Puisqu'on se rend compte, c'est que, évidemment, chez les jeunes, il y a un intérêt assez marqué par justement la création, l'utilisation d'ordinateurs, tout simplement, l'utilisation d'outils créatifs. Il suffit de voir maintenant la multitude d'outils qui existent et qui sont facilement accessibles. Et dans la part malheureusement, moi, de ce que j'appelle l'industrie dite classique, il y a un peu une séparation, une espèce de mur comme ça invisible qui se dit ok, c'est génial ce qu'ils font, c'est créatif, mais c'est pas pour moi. Et malheureusement, je pense que c'est assez fort ancré dans la culture belge, dans la culture latine et beaucoup moins dans la culture anglo-saxonne, où là ils ont une habitude beaucoup plus immédiate à inclure dès le début de leur projet ces processus de créativité, ces processus de design, cette ouverture en fait, tout simplement parce que je pense qu'ils identifient, il y a moins, ils ont moins de respect paradoxalement avec la culture que nous on en a probablement en Europe. Et donc, du coup, ils ont tendance à y voir directement une industrie et une valeur ajoutée pour leurs propres produits. Ce qu'en Belgique et en Europe, de manière générale, on a un peu plus de mal à voir. Mmh. Alors, j'évoquais le terme manque de reconnaissance aussi, peut-être de la part des pouvoirs publics par rapport
au secteur culturel et créatif. Bon, évidemment, on a connu la pandémie, le secteur culturel a énormément souffert, comme bien d'autres secteurs, hein, évidemment, pendant cette période-là. Pourtant, je lisais un article, mais c'était plus basé sur Bruxelles, mais qui disait, en fait, les ICC représentent quasi 100 000 jobs rien qu'à Bruxelles, donc les salariés plus des freelances. Pourquoi il y a ce manque finalement de reconnaissance économique de la part, tu t'as évoqué un petit peu de la part de certaines industries, mais aussi d'acteurs du monde politique. Pourquoi il y a ce manque de reconnaissance pour une industrie qui visiblement est porteuse d'emplois et donc porteuse économiquement? Alors ça, c'est établi. Toutes les études des plus grands groupes, que ce soit EY, Deloitte, etc., démontrent que les industries, que l'ICC est une source d'emploi majeure en Europe, devant l'industrie agroalimentaire, devant la chimie, devant l'automobile, etc. Et je vais te donner une réponse qui est un peu, enfin voilà, un peu simple, mais quand une usine ferme, tous les médias sont là. Et le propre des ICC, c'est qu'en fait, c'est à la fois sa force et sa faiblesse, c'est que c'est composé d'une myriade d'acteurs, de petits acteurs, souvent de TPE, de PME, et qui, en fait, quand il y en a un qui souffre ou qui disparaît, c'est beaucoup plus difficile à le rendre visible que quand tu fermes une industrie très visible. Et en plus de ça, c'est une industrie qui est assez peu énergivore. Et quand je dis énergivore, c'est-à-dire elle est pas très consommatrice de biens et de services. Et donc, en fait, ça lui donne une certaine forme de résilience. En gros, si je veux faire vraiment le gros cliché, il nous suffit d'un ordinateur pour pouvoir créer et vendre nos services. Et donc, en cas de coup dur, de pandémie, de crise, etc., c'est beaucoup plus résilient que si tu as des fourneaux ou une grosse industrie à faire tourner, en fait, tout simplement. Et donc, comme cette industrie est assez résiliente, comme la culture, malheureusement. Et là, j'en suis vraiment très triste, mais c'est que, en gros, l'artiste, quand il crève, entre guillemets, en gros, c'est presque souvent, malheureusement, de nouveau, un État qui connaît. Et donc, qui lui permet, en gros, de se renfermer un petit peu, de prendre sur lui, et puis pour redémarrer sur un nouveau... C'est ce que vivent énormément d'artistes, en fait. C'est des hauts et des bas. Ces périodes un peu de crise, les artistes, ils les vivent quasiment constamment. Et donc, du coup, je dirais que pour le politique, c'est un peu facile, parce que c'est pas un secteur qui vient spontanément énormément frapper à la porte, en fait. Ouais. Et donc, c'est une force et une faiblesse, en fait, voilà. Mais tu l'évoquais avec le KIC, c'est finalement une des missions aussi du festival, c'est de montrer au monde politique ce que sont les industries culturelles et créatives et ce qu'elles sont capables de faire. Exactement. Alors, on n'a pas fait pour le montrer aux politiques. Maintenant, mais ça en a découlé. Au départ, c'est vraiment important. C'est vraiment un festival bottom-up. Donc, on l'a créé pour notre secteur, pour que on puisse tirer notre secteur vers le haut, montrer à des jeunes toutes les étendues qu'il y a dans le secteur, pouvoir engager plus facilement, faire que ces talents restent, etc. Maintenant, notre travail, ce qu'on fait maintenant depuis une dizaine d'années, puisqu'on fait le festival depuis une dizaine d'années, on a grandi, on a mûri, on a développé le projet. Et là, on essaie de porter maintenant un message auprès des politiques et de les sensibiliser. Et malheureusement, on est soutenu depuis le début avec le KIC, mais je ne sens pas encore une vraie volonté politique, si tu veux, de prendre réellement en compte l'ampleur du phénomène, parce que c'est un phénomène majeur. Et il suffit d'observer, de sortir un peu de notre territoire, de la Wallonie, de la Belgique, et de passer un peu les frontières, pour voir qu'ailleurs, pas plus loin qu'en France, aux Pays-Bas, mais aussi au Canada, aux États-Unis, etc., c'est un enjeu majeur, tout simplement parce qu'il y a une reconnaissance assez gigantesque de l'intérêt bêtement économique du secteur, quoi. Est-ce qu'on peut attribuer ce problème de reconnaissance et peut-être de sensibilité envers ce secteur-là à peut-être un problème de communication, de vulgarisation de ce que font les différents acteurs? Parce que tu prenais l'exemple du cinéma, c'est un très bon exemple, qui conjugue plein de talents différents. C'est vrai que quand nous on va au cinéma, on va juste dans la salle, on va s'asseoir, on mange son popcorn, on regarde le film et on se pose pas trop de questions par rapport à tiens, wow, les effets spéciaux ils sont dingues, à mon avis il y a peut-être des centaines de personnes qui ont bossé là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion de com autour des ICC qui
manque un petit peu aujourd'hui, qui manque peut-être un peu de vulgarisation Si, probablement, mais de nouveau, pour le vulgariser, il faut que les gens que les gens le comprennent, qu'il y a un message derrière, qui soit porté par des organismes. Nous, le KIC, on est un organisme privé, tu vois. Ouais. Moi, je donne toujours un bon exemple pour moi de l'ICC, quand des gens me demandent, mais c'est quoi au final pourquoi est-ce qu'il y a cette multitude? Tu prends Netflix, en fait, je trouve que c'est un exemple assez significatif, parce que ça prend à la fois, non seulement ça emmène le cinéma déjà dans l'ICC, le cinéma, tout ce qui est création audiovisuelle. Tu te rends compte que pour faire Netflix, il y a besoin de... Si tu regardes la plateforme Netflix, elle est incroyablement bien faite en termes d'ergonomie, de design, que tu la consommes sur ton smartphone, sur ton iPad, sur ta télé, sur ton frigo, peu importe, sur ta PlayStation. C'est incroyable, en fait, le travail d'interface. Donc, derrière, il y a des gens qui font de l'UX, ce travail assez remarquable. Il y a le sound designer, le Tadam de Netflix, il est tout le monde et tu le retiens direct. Sur cette planète le tu reconnaît. Une fois, tu l'as en tête. Voilà, c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle du sound design. Enfin, je ne veux pas t'apprendre, tu sais ce que c'est, évidemment, mais c'est cette identité sonore couplée à une identité visuelle, déclinée sur des plateformes dans lesquelles interviennent des web designers, des UX designers, maintenant, probablement, demain, des gars qui font ça en WebGL, etc., au service d'une industrie culturelle ancienne, on va dire ça. Mais c'était assez incroyable. Et maintenant, en plus de ça, Netflix devient une plateforme de jeux vidéo. Ouais. Et donc, on a peut-être un des acteurs les plus emblématiques autour de ça, je pense, de quasi de l'entièreté des métiers qui se retrouvent dans l'industrie créative. Mmh. On t'a évoqué plusieurs fois le monde du jeu vidéo. C'est vrai que c'est une industrie qui, quand même, depuis quelques années, connaît une explosion assez incroyable à divers niveaux, qui est très liée finalement aussi aux nouvelles technologies, évidemment, que ce soit en termes de capture de mouvements, de graphisme, etc. Enfin, c'est une industrie qui est à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui au niveau technologique. Je regardais juste un chiffre. Le chiffre d'affaires prévu pour 2022 s'élèverait à plus de 200 milliards de dollars, ce qui est énorme pour une industrie créative. Et le jeu vidéo, quand je vois certains jeux qui sortent aujourd'hui, là dernièrement, il y a eu par exemple God of War, Ragnarok, des blockbusters, enfin on est sur la même base qu'un film hollywoodien. Et elle est où la différence en fait avec d'autres peut-être secteurs culturels? Parce que là, on est vraiment, les gens savent ce que c'est. Alors, je pense que déjà, c'est parce que c'est probablement aussi que c'est déjà plus ancien. Je parlais tantôt de Sega et que maintenant, on est dans une génération qui a connu ça probablement. Enfin, beaucoup de gens qui ont 50 ans ont quand même connu la naissance aussi du jeu vidéo. Et puis, je pense que c'est tout simplement devenu populaire, en fait, et que c'est l'équivalent un peu des comics, de la bande dessinée dans les années 70, le jeu vidéo est devenu probablement à la place du cinéma et à la place de la bande dessinée le média principal grand public intergénérationnel en fait maintenant quoi. Et qui s'est inscrit aussi dans une forme de pop culture parce qu'il y a des jeux qui sont devenus des classiques, tout le monde peut avoir des références de jeux. À l'époque, moi je pense que quand j'étais gamin tout le monde connaissait Tintin et Spirou et maintenant tout le monde connaît Mario et Sonic par exemple quoi. Ouais. Et je veux dire en termes de raisonnement quand on joue à un jeu, c'est vrai qu'on se pose pas les mêmes questions, on se pose peut-être les mêmes questions que quand on est au ciné, on joue au jeu mais on se pose pas la question comment ils ont fait ça. Mais au final j'ai l'impression que le message quand un jeu sort est plus percutant que, par exemple, quand il y a une annonce de pièce de théâtre ou une annonce de concert ou autre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'en termes de purement de com, il y a quelque chose de différent, alors qu'on est un peu dans le même secteur, même si... Ouais, je pense que ce qui est le gros avantage du jeu vidéo, tout simplement, c'est que c'est un média numérique, au départ, un outil numérique, et que quoi que tu fasses d'une pièce de théâtre, ça restera toujours lié à une temporalité et à un lieu physique, même si certains prédisent qu'on fera du théâtre demain virtuel, etc. Mais dans la réalité, et on en revient à une réalité très très commerciale, et ce que je ne trouve pas non plus critiquable, que c'est plutôt une des forces du secteur, c'est que c'est un secteur qui génère énormément d'argent. Et comme il génère énormément d'argent, les investissements sont plus importants, le développement sont plus importants,
Et la qualité aussi de certains jeux devient vraiment, on arrive dans des niveaux qui sont, quand moi je compare ça aux jeux de mon enfance, c'est tout simplement un amas de pixels, et aujourd'hui c'est tout simplement hallucinant. Même ce qui est le plus important au final, c'est de retrouver un plaisir, de retrouver des sensations, etc. qu'on arrivait à trouver au début dans les premiers pixels, hein. Donc tu vois, c'est la preuve que l'esprit n'a pas non plus besoin tout le temps d'hyper réalisme. Mais voilà, moi j'aime bien appuyer sur le fait que c'est une industrie qui génère de l'argent, parce que c'est peut-être un des chemins les plus rapides pour faire comprendre au monde politique l'importance de s'intéresser à ce secteur, quoi. Est-ce que la notion d'interactivité aussi te parle par rapport à ce monde du jeu vidéo? Parce qu'aujourd'hui, je veux prendre un exemple très concret, l'immersion du public et l'interactivité que le public peut avoir avec une œuvre, elle est devenue omniprésente. J'étais voir une exposition il y a quelques mois à Liège. J'ai oublié le nom du pain, donc mea culpa. Mais l'exposition, c'était une expérience totalement immersive. Donc il y avait de la réalité augmentée, etc., qui force le public à interagir avec l'œuvre directement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est un petit peu la clé sur laquelle reposent aujourd'hui les ICC, c'est d'emmener le public avec soi et justement de le faire participer au processus finalement créatif Alors, je pense qu'on est dans une période, en tout cas, ça c'est évident, là, dans un momentum. Quasiment tout le festival de cette année-ci était basé sur ces thématiques-là. L'immersion, on est en plein dedans. C'est clair qu'il y a, en tout cas, partout, il y a des investissements massifs là-dedans. Il y a une évolution hardware, tout simplement, qui est incroyable et de plus en plus accessible. Et je pense qu'on est en train d'ouvrir et de questionner pour le moment un champ gigantesque, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau économique ou au niveau créatif, dans ce domaine-là. Ça, c'est une certitude. Il y a tout et rien. Et moi, ma théorie, si tu veux, c'est que ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que les nouvelles technologies pour les technologies, la course, en gros, à la vitesse, vraiment au pur hardware, au processeur, etc., c'est un peu terminé, en quelque sorte. En tout cas, on arrive à certaines limites qui sont, de toute façon, à partir du moment où on parle d'hyper-réalisme, tu vois, tu sais plus tellement aller beaucoup plus loin que ça. Mais par contre, maintenant, l'enjeu futur, et sur le plan aussi économique, ça va être vraiment de réussir à provoquer, en gros, des sentiments, des sensations, et de l'émotion à travers ça. Et l'immersion, fatalement, c'est un des chemins les plus courts. Et que ce soit au niveau sonore, que ce soit au niveau visuel, demain... c'est sensoriel aussi. On parle beaucoup de technologie haptique pour le moment, etc., tactique. Fatalement, tout ça crée un champ dans l'expérience virtuelle qui pour le moment, est hyper questionné, parce que c'est quasi vraiment un nouvel univers qui s'ouvre aux gens qui ont envie de raconter des histoires, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est ça le futur pour toi? C'est la réalité virtuelle, le métavers? Bon, on sait que le métavers, au cours des derniers mois, ça se passe pas très bien si on en croit les chiffres et ce qui se dit sur Mark Zuckerberg. Mais est-ce que pour toi, en termes de création pure, est-ce que c'est vraiment dans un monde virtuel ou réalité augmentée que se situe un peu l'avenir des ICC et peut-être la clé finalement pour débloquer l'intérêt de différentes institutions pour ce secteur-là? Alors moi, je suis de nouveau... je pense qu'on a toujours été, que ce soit avec le Kik, avec la Niche, avec Doc Studio, avec Superbe, on a toujours été plus ou moins agnostique en termes de nouvelles technologies. On ne s'est jamais dit, on va entendre parler de nouvelles technologies, foncer dedans. Et donc, j'ai personnellement nullement l'envie de foncer dans le métavers de Facebook, par exemple. Quand on voit la tête des personnages, c'est vrai que c'est un peu... ça ne donne pas forcément envie. Hein. Bon, en tout cas, j'avais les mêmes sur ma console Wii à l'époque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'il faut donner du sens, en fait. Et je ne suis pas certain, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, que les gens aient envie de rester dans un canapé avec un casque de réalité virtuelle sur la tête pendant toute la journée. Je ne suis pas convaincu de ça. Ça va à l'encontre, moi, de mes convictions d'abord profondes, de ma nécessité d'interagir. Moi, j'ai personnellement du mal à faire du home working, à faire ce genre de... Par contre, je suis convaincu que dans l'expérience augmentée,
au niveau visuel, au niveau tactique, au niveau sonore. Je pense qu'il y a un champ, entre autres pour les agences de communication et pour les créateurs d'expériences gaming ou narratives, qui est encore très très large. Voilà. Mais je suis capable de vivre une expérience sonore, par exemple uniquement sonore, à travers un casque, à travers un casque par exemple de son binaural, qui va me mettre dans un état beaucoup plus profond qu'un casque de réalité virtuelle. Bien sûr. Et donc, je pense que l'important, pour moi, c'est quand même d'abord c'est quand même de maîtriser, de connaître un peu ces nouveaux outils et ces nouveaux codes narratifs. Et en ce sens, les investissements qui sont faits dans les métavers maintenant, etc., ne sont probablement pas inutiles, parce qu'ils sont juste aussi dans... C'est un peu quand on a découvert l'informatique, on est parti aussi, il y a eu 10 000 types d'ordinateurs créés, etc., pour arriver à un moment donné à certaines formes de standards. Et donc, je pense que pour le moment, on est dans une phase au niveau technologique qui est plutôt expérientielle, et que beaucoup de grosses entreprises peuvent se permettre d'expérimenter, mais que l'importance pour nous au quotidien, dans nos champs d'application, c'est de tester la véracité et la nécessité pour toucher au final les gens qu'on a envie de toucher, quoi. Ouais. Tu développais un petit peu sur la dimension finalement aussi humaine qui se trouve dans ce secteur-là. Est-ce que, et d'ailleurs je pense que le kick de cette année-ci, en 2022, était abordé aussi cette notion-là de langage un peu universel à travers la culture, la créativité. Est-ce que c'est ça que les ICC aussi doivent garder à l'esprit pour leur développement futur ? Je pense que c'est... et de nouveau, ça paraît un peu bateau, mais cette question en fait de sens, elle est... et je trouve que c'est notre force en fait en Europe. C'est la force dans des pays aussi d'Afrique, dans certains pays d'Amérique latine. On a des passés vraiment séculaires dans le domaine de la créativité, de la culture. Notre passé de création, il remonte jusqu'à ce qu'un jour, des gars dans des grottes à Lascaux prennent, tu vois, un morceau, un peu de sang, un peu de cendre, et commencent tout d'un coup à dessiner ce qu'ils représentent. Et ça nous fait quand même on a eu la chance en Europe de vivre des âges d'or de ça, où l'artiste était considéré à un certain moment donné comme vraiment une source de valeur gigantesque. Si tu prends Florence, tu prends Venise, Milan, tu prends Bruges, tu prends Bruxelles. Notre passé culturel, il est tellement riche. Si tu prends l'âge d'or de la bande dessinée, et tout ça, c'est ancré, c'est vraiment inconsciemment ancré dans toi, en moi, en mes enfants, qui fait que je pense qu'on a, et de nouveau j'en reviens à cette appropriation politique du sujet, on a pour une fois une longueur d'avance en fait sur des pays neufs, comme si tu prends le Canada, les États-Unis, le Middle East. Je dis pas qu'ils n'ont pas de culture, mais ils ont une culture beaucoup plus récente. Ils ont un passé beaucoup moins riche au niveau moins ancré dans le temps, au niveau créatif que nous. Et donc pour moi c'est incroyable. C'est du minerai, quoi. Tu vois, c'est de l'or où le seul frein actuel, il est potentiellement dans la formation, l'appropriation des nouvelles technologies, la décomposition de ce que c'est si on reprend un jeu vidéo, qu'un enfant qui joue à un jeu vidéo sur un smartphone comprenne c'est quoi les logiques derrière, quels sont les métiers derrière, qu'est-ce qui pourrait lui amener là-dedans. Et le jour où vraiment on a, je pense, une compréhension vraiment de ça à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau des entreprises et au niveau politique, on a probablement un minerai sur lequel l'Europe pourrait vraiment amener de la valeur ajoutée. Il suffit de voir dans toutes les plus grandes boîtes aux États-Unis, si tu prends chez Pixar, si tu prends chez Disney, si tu prends chez Apple, en gros, la majorité des directeurs de création, des directeurs dans les services créatifs, c'est énormément sont des gens qui viennent d'Europe ou qui viennent d'Europe d'une deuxième génération, quoi. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, le contraste entre États-Unis et Europe. Et d'un autre côté, moi, j'avais l'impression inverse. C'est marrant que tu me dises ça, parce que, par exemple, je prenais l'exemple juste en termes de festival. Il y a le SXSW. South by Southwest. Exact, à Austin, qui a un énorme festival mondial de la tech. Et justement, quand je regarde ce truc-là chaque année, je me dis, mais en fait, eux, ils ont tout compris. Ils sont dedans, quoi.
Et c'est marrant parce que là, tu es en train de me dire en fait que c'est un peu l'inverse. C'est plus l'Europe qui finalement est un peu en avance, entre guillemets. Je suis en train de te dire qu'on a du minerai enfoui. Ouais, L'avantage des États-Unis, c'est que quand ils trouvent une pépite, il exploite. on construit une ville autour, quoi, tu vois. Et ça, nous, on ne le fait pas, malheureusement. On l'a fait dans le passé, sur notre passé industriel, le long de l'axe Sambre-et-Meuse. Et puis, ça s'est éteint. Et maintenant, on recherche de nouvelles choses. On a évidemment les biotech, on a évidemment l'aérospatiale en Wallonie, où on se débrouille bien. Mais on a aussi ce passé culturel enfoui qui ne demande qu'à être là. Alors, tant qu'on est sur ce sujet-là, on travaille tous les deux dans le domaine de la com, dans des milieux assez créatifs. Moi, il y a un truc que je trouve à la fois fascinant et difficile, c'est tu l'évoquais un tout petit peu tout à l'heure, en termes de nouvelles technologies, etc., on est un peu dans une course à l'innovation perpétuelle, c'est à celui qui va à chaque fois trouver le truc qui va un peu révolutionner les tendances. Et on en a un point où parfois je trouve que c'est assez difficile d'innover, tant il y a d'innovation autour de nous, en fait. Et je voulais te poser cette question, comment toi tu perçois ce concept d'innovation et comment on peut faire en tant que boîte, en tant qu'individu créatif, pour justement se retrouver dans cette espèce de tempête d'innovation et y trouver son compte et essayer de sortir quelque chose qui à la fois nous correspond, mais correspond aussi à ce qu'on veut accomplir. Mm-hmm. C'est vraiment une bonne question et à laquelle c'est pas simple de répondre parce que je suis en même temps souvent, parfois, dans nos métiers, dans le champ de la communication. Je trouve qu'on a malheureusement ces derniers temps une certaine forme de lissage, en fait. Ouais. Moi, j'ai connu il y a quelques années, je trouve, des périodes qui étaient un peu plus différenciantes. Il y avait vraiment... Tu pouvais reconnaître la patte d'une agence de manière un peu plus immédiate, que ce soit dans la pub, que ce soit dans l'identité visuelle, etc. Et maintenant, je trouve qu'on a parfois une certaine forme d'immédiateté en fait d'accès au contenu qui fait que on se lisse un peu en termes de culture visuelle. Je pense qu'il y a une amélioration nette d'un niveau global. Par contre, il y a un peu moins d'éléments très différenciants. Et donc, je trouve ça difficile en fait, si tu veux, d'être dans la différence à notre époque. Et peut-être que une des sources, nous on aime bien donner cet exemple dans nos projets, c'est vraiment le dernier triangle, tu vois. Ouais. Maintenant, la base commune, je pense qu'elle est faite par énormément de monde. Et très très peu arrivent à faire la pointe vraiment de la pyramide, qui est cet élément, tu vois, différenciant. Parfois, c'est en termes de finition, en termes de qualité, parfois c'est en termes d'écriture, parfois c'est en termes de message, parfois c'est en termes d'engagement, en fait, dans le technologique, je parle. Et je pense que on passe peut-être maintenant trop de temps à construire une belle base, tu vois, qui au final nous amène dans un univers propre, lisse, que tout le monde comprend, vite adapté, et pas assez de temps à c'est quoi le vrai élément différenciant du projet. On rentre trop vite en culture design probablement que dans un schéma de réflexion en amont, quoi. Est-ce que je sais pas si tu es clair. Non, mais je pense que si, parce que ça me permet de rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. C'est aussi cette espèce de frilosité de certains clients, par exemple, qui ont peur de voir des choses trop créatives, parce qu'ils ont peur que peut-être ça ne plaise pas à leur audience. Est-ce que ça aussi, c'est pas un petit travail aussi de sensibilisation qu'on pourrait avoir en leur disant, mais écoutez, en fait, la plus-value, elle est dans la créativité, et ce truc-là, il n'y a aucune autre boîte qui va l'avoir. Il n'y aura que vous qui pourrez la proposer. Oui, et ça, je pense il y a beaucoup d'éducation à faire encore du côté client par rapport à ça. C'est clair, et c'est un des éléments aussi qu'on essaye pour lesquels probablement je pense que le festival peut aussi aider, c'est de faire comprendre à différents secteurs que ce n'est pas uniquement un festival pour les gens comme toi et moi, mais aussi pour des entreprises qui cherchent à être concurrentielles, ce qui est au final la base de toute entreprise, quoi. Alors Gilles, franchement, on pourrait parler pendant des heures de ce sujet-là parce que c'est hyper passionnant. On arrive tout doucement au terme de cette émission. Et moi, il y a juste une thématique sur laquelle je voulais encore revenir avec toi. C'est celle de l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, ça fait partie des nouvelles technologies, entre guillemets, même si ça fait des années que c'est en développement.
Aujourd'hui, on assiste quand même à des trucs assez dingues avec cette IA, notamment dans le réseau créatif, dans le secteur créatif. On voit pour le moment beaucoup sur Instagram, beaucoup de personnes qui, en fait, se font faire des portraits par intelligence artificielle à travers différentes applications. Ma question est peut-être un petit peu provocatrice, mais c'est volontaire. Est-ce que à terme, l'IA pourra remplacer les créatifs, les esprits créatifs dans les agences de com, dans les différentes boîtes digitales, numériques C'est une fameuse question. Et, c'est hallucinant. D'abord, c'est le premier truc, je pense, le mot qui me vient à l'esprit. Et il y a ce qui m'interpelle énormément, c'est que il y a 1 an et demi, 2 ans, on a créé une expo dans le pavillon à Namur qui s'appelait Human Machine, dans lequel on questionnait déjà ce rapport à l'intelligence artificielle et aux machines et à la robotique. Et depuis qu'on a fait cette expo, en 1 an et demi, sont arrivés sur le marché, et tous les jours arrivent sur le marché des IA qui génèrent, qui créent. Pas plus tard que ce matin, je testais une IA qui te permet d'écrire des paroles de musique. Tu lui dis, raconte-moi une histoire d'amour au bord de l'eau entre une jeune fille et un réfugié. Et il te produit des paroles de chansons. Incroyable. Tu as une autre IA à qui tu dis, génère-moi une chanson triste et mélancolique, qui te génère cette musique. Et tu as encore une troisième IA qui tu dis, avec cette musique et avec ces paroles, fais-moi une chanson. Et c'est hallucinant, le rendu, c'est fou. Tu peux écouter ces chansons demain sur Spotify. Même chose dans le domaine de la création. Si tu vois, maintenant, on arrive même en quelques mois à des IA qui génèrent des interfaces. On ne parle même plus de générer des dessins, des peintures ou des photos, on parle de générer des interfaces. Et donc, à qui tu poses des problématiques, et cette IA génère des interfaces. Donc, pour nos métiers, c'est fou, c'est hyper questionnant. Maintenant, je pense qu'on ne va jamais, si tu veux, balayer de nouveau nos siècles de culture et d'apprentissage, que ce soit aussi bien dans le terme de la narration, dans le thème du montage, dans le thème de l'interface utilisateur et dans le thème bêtement du marketing, par de l'intelligence artificielle. Par contre, le designer, le créateur, etc., qui demain n'utilise pas ces outils, ça, à mon avis, ce sera une vraie question. Ouais. À terme, on pourrait imaginer que, tu le disais, ça puisse être juste un outil de support finalement pour les créatifs, en disant, voilà, moi j'ai cette idée-là, vois ce que toi, en tant qu'IA, tu peux me sortir, et je peux peut-être m'en inspirer. Voilà. Après, on pourrait imaginer une espèce de collaboration avec ces IA. Exactement, moi je pense que ça va juste être un outil, un outil. Alors ça paraît très futuriste quand on se dit ça, mais tu vas pouvoir imaginer, toi, et qui est plus amène qu'un créatif à imaginer des scènes, tu vois, des scènes de qualité, justement. Et donc, en fait, moi, dans tous les gens que j'observe qui travaillent l'IA pour le moment, tous ceux qui font vraiment un travail, parce que n'importe qui peut demain, j'ai montré ça à mon gosse l'autre jour, il générait tout de suite des images impressionnantes et de qualité. Mais par contre, les images qui sont incroyables que je vois maintenant générées par l'IA, ce sont des gens qui utilisent différents types d'IA, qui combinent différents outils, qui retravaillent des projets générés par l'IA et qui en font des choses vraiment différenciantes. Parce que c'est aussi, quand je parlais tantôt d'une certaine forme de lissage, si demain tout le monde crée des contenus ou des œuvres à travers de l'IA, il n'y a plus rien qui sera différenciant, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, on va se retrouver où est la plus-value, comment on fait pour rester créatif. Et si tu vois le tableau un tableau de Munch, par exemple, le cri de Munch, qui est mondialement célèbre. Bien sûr. Si tu le vois en vrai, si tu le vois dans une IA, ce sera, je l'espère, en tout cas, jamais vraiment la même chose. Il y aura peut-être une sensation plus humaine dans le vrai tableau que dans celui de l'IA, on espère. Je suis convaincu de ça. Si tu veux, moi, j'ai toujours considéré que l'intelligence artificielle, elle n'a rien d'intelligent. C'est un outil, quoi. Elle a vraiment absolument rien d'intelligent. C'est un outil. Gilles, merci beaucoup d'être passé sur Bullseye, c'était ultra passionnant. On m'a dit que tu étais un fin cuisinier.
Ouais, je suis vraiment tout type de cuisine. Et tu vois, au lieu de créer Dog Studio, j'avais ces deux choix, Dog Studio ou restaurant. Et entre-temps, je me suis quand même formé aussi maintenant au métier de la restauration. Donc, qui sait, peut-être un jour... Ouais, peut-être un jour on verra un restaurant dog food, quelque chose. J'espère que je ne pas du chien comme en Corée. Ouais, on espère pour les chiens. Voilà. Gilles, merci beaucoup. C'était un Avec vrai plaisir. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre Bullseye sur Spotify. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine. Salut. Bullseye.